Présent pour cette conférence co-organisée par les associations Forum et Transactions. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Jean-Bernard Matteux, le directeur général d'Orange Bank Europe. Valentine va vous faire un pupitre de présentation de l'invité et ensuite M. Matteux nous fera sa présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Monsieur Matteux, parmi la crème de la crème, vous vous distinguez d'abord par l'excellence de votre parcours académique. Ancien de Polytechnique, diplômé de Télécom ParisTech, actuel maître de conférences et ce depuis 10 ans, votre profil est à la fois complet ainsi que diversifié. Votre goût prononcé pour l'économie se fait très rapidement sentir, comme en témoigne votre poste d'administrateur du Cercle Turgot. Mais ce qui vous caractérise surtout, Monsieur Matteux, c'est votre passion indéniable pour le monde de la finance. On peut dire que vous avez toujours eu un pied dedans. Vous rejoignez le groupe Paribas en 1988, au sein duquel vous finissez directeur des opérations, poste que vous occupez de 1999 à 2000. 2000 est l'année où vous avez intégré le groupe BPCE et exercé au sein de celui-ci le rôle de directeur du logement social et de l'économie sociale à la Caisse nationale des caisses d'épargne pour devenir ensuite directeur général de Natixis France. Ne vous arrêtant pas là, vous êtes nommé en 2010 président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes avant d'endosser le rôle de conseiller du président du directoire en 2012. Toujours à la recherche de nouveaux défis, vous devenez associé dans un cabinet de conseil en management, Equinox Consulting, bien évidemment en tant que spécialiste du domaine bancaire. En parallèle, l'âme d'un entrepreneur, #EarlyMaker, vous fondez Optiverse Consulting, dont vous devenez le président de 2012 à 2015. Depuis 2016, vous êtes à la tête d'Orange Bank Europe, et toujours plus EarlyMaker, vous relevez le défi de lancer la première banque 100% mobile. Parviendrez-vous à secouer l'univers cloisonné de la banque comme Free l'a fait sur le marché des télécoms? Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Juste pour vous dire, alors pour tout l'ensemble des personnes présentes, cette conférence, c'est pas une conférence normale, ça veut dire que moi je veux qu'elle soit interactive, donc c'est une conférence faite par les étudiants, pour les étudiants qui sera animée par les étudiants, mais je vois des personnes un peu plus âgées dans la salle. Donc il ne faut pas hésiter, il faut poser vos questions, si vous en avez, vous n'hésitez pas à interrompre M. Matteux, il vous fera un plaisir de vous répondre, et il faut vraiment que ça soit interactif. Le but c'est ça, c'est que dès que vous avez une question, vous la posez, et ensuite il y répond, et ça aboutira à une discussion constructive, je pense. Donc je vous souhaite une très bonne conférence, et puis je vous dis à dans une heure. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir pour moi de raconter mon métier, de raconter les challenges d'Orange et de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire bouger un peu le marché bancaire. C'est un plaisir parce que tout simplement, c'est une passion pour moi, vous allez le comprendre au fur et à mesure pendant mon intervention. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Si je ne vous vois pas, levez-vous, comme ça je vous verrai mieux, parce que je ne suis pas sûr, avec les projecteurs, de voir s'il y a juste un doigt qui se lève, de vous voir. Donc levez-vous, posez-moi des questions. Au fur et à mesure, je vais, à peu près pendant une heure, questions comprises donc, vous parler de la stratégie d'Orange, pourquoi Orange se lance là-dedans, l'histoire d'Orange aussi dans les services financiers. Et puis, je vous raconterai quels sont les points qui nous intéressent aujourd'hui et ce qui nous occupe chez Orange. Alors, Orange dans la banque, on peut considérer que c'est une diversification, c'est quelque chose de nouveau, ça va être un nouveau métier. C'est vrai que quand on interroge les gens, on a fait pas mal d'enquêtes de clientèle, quand on interroge les gens, naturellement, d'abord ils n'attendent pas une banque de plus,
Il y a beaucoup de banques en France, la plupart des gens sont bancarisés, hein. Le taux de bancarisation il est même plus élevé que 100%, c'est tout simplement parce que les gens ont plus d'un compte en banque. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on leur dit c'est un telco qui va faire de la banque, les gens se disent bah, d'accord, mais pourquoi? Alors, il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que Orange est quand même plus légitime à faire une banque que les concurrents que je ne nommerai pas. Tout simplement parce que Orange a une image de confiance et que quand on veut faire de la banque, si je veux que vous épargniez chez Orange Bank, si je veux que vous fassiez du crédit aussi chez Orange, il faut avoir une image. Et une chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que certes Orange, c'est des telcos, hein, mais avant tout, l'ambition d'Orange, c'est de s'occuper de ses clients à 360 degrés sur la relation numérique. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire le téléphone, bien sûr, qui est historique en plus. Ça veut dire l'Internet, ça veut dire la fibre. Ça veut dire aussi les objets connectés, avec tout ce qui va avec, hein, donc la multiplicité des objets qui existent et qui vont exister, mais aussi tous les réseaux qui permettent de connecter ces objets, et puis tout ce qui permet de récupérer les données pour faire du big data et pour là aussi récupérer une valeur sur les clients, ce que ça fait d'ailleurs les GAFA, hein, comme on dit, en général dans notre dos, beaucoup mieux que nous. Et puis Orange s'est aussi s'occuper de la relation numérique sur les contenus, donc la télé, les séries, etc. Eh bien, dans la relation numérique du client, il y a manifestement la banque. La banque, c'est, et la banque mobile, hein, sur le smartphone, c'est une des 3 premières applications que les Français utilisent le matin en se levant. Il y a la banque, la messagerie, et puis éventuellement une 3e. Ça peut être la météo ou autre chose, mais il y a une 3e. En revanche, la banque, c'est dans les 3 premières applications qu'on utilise le matin. Et le média numérique, le smartphone, hein, maintenant, plus qu'Internet, c'est bien le premier média de contact entre le client et sa banque. Donc pour Orange, s'occuper de banque, c'est s'occuper encore mieux de ses clients sur la relation numérique. Un des messages que je porte, moi, en interne chez Orange, c'est que ce n'est pas une diversification, c'est tout simplement la continuité de notre métier de s'occuper de la relation numérique du client. Alors Orange n'en est pas à son coup d'essai. Orange en Afrique, notamment, eh bien, Orange en Afrique, on a quelques dizaines de millions de clients dans des pays où le taux de bancarisation est beaucoup plus faible, avec le produit qu'on appelle Orange Money. Donc, Orange Money, c'est quoi? C'est un porte-monnaie électronique qui permet d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, mais c'est surtout un porte-monnaie. Pour des gens qui n'ont pas de compte en banque, eh bien, c'est tout simplement, ça devient la banque. La banque dans leur poche. Ils utilisent le smartphone. C'est même pas le smartphone, d'ailleurs. C'est le téléphone, parce que l'application Orange Money est utilisable même quand vous n'avez pas un smartphone, tout simplement par des codes SMS. Donc vous pouvez avoir votre banque dans votre poche uniquement avec un téléphone. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès, c'est un succès commercial. C'est un succès qui est allé plus loin que ça, puisque du coup, en France et en Espagne, nous avons ouvert ce qu'on appelle des corridors qui permettent d'envoyer de l'argent vers des gens en Afrique. Vous pouvez aller dans certaines boutiques Orange, dans certains points de contact, donner de l'argent et c'est crédité sur le compte, sur le téléphone d'une personne en Afrique. Donc c'est pas un coup d'essai, et ce produit a particulièrement bien fonctionné pour une raison assez simple aussi, c'est que c'est le bouche-à-oreille, c'est le côté viral de la chose, puisqu'à partir du moment où vous avez votre porte-monnaie électronique dans votre poche, que vous pouvez payer vos factures, que vous pouvez aussi acheter quelque chose chez un commerçant, et que vous pouvez recevoir et transmettre de l'argent de manière assez virale, ça s'étend. Aujourd'hui, sur Orange Money, on réfléchit éventuellement, actuellement à ouvrir la gamme, aller un peu plus loin, et à nouer des partenariats, par exemple, avec des distributeurs
ou avec des gens qui sont des grands facturiers, hein, c'est-à-dire l'électricité, etc., etc. Donc Orange n'est pas à son coup d'essai. Orange Money existe aussi dans un pays européen, qui est la Roumanie. En Roumanie, tout fonctionne beaucoup sur le cash, donc les gens se baladent avec du cash. Il y a des queues dans les agences bancaires, ce qu'on n'a plus en France hein, depuis une bonne quinzaine d'années. Il y a des queues dans les agences bancaires pour payer et pour retirer du cash. C'est la même chose d'ailleurs chez Orange, parce qu'on vient payer les factures en cash. Et donc l'application Orange Money est utilisée de plus en plus pour pouvoir payer ces factures et pour pouvoir là aussi faire du porte-monnaie électronique en Roumanie. Donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, mais qui commence à assez bien fonctionner grâce d'une part à ce côté viral, mais aussi à l'ergonomie, hein, à l'expérience client, comme on dit aujourd'hui, qui est plutôt bonne et qui permet aux gens de ne pas faire la queue et donc de gagner du temps. Voilà, donc Orange n'en est pas à son coup d'essai. Il y a un produit qui existe aujourd'hui en France qui s'appelle Orange Cash, qui est un produit qui a été vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Orange Cash, c'est là aussi un porte-monnaie électronique qui vous permet soit de payer en sans contact avec votre smartphone, hein, alors là du coup il faut un smartphone, donc ça permet de payer sans contact, et ça permet aussi de payer sur internet avec des numéros de carte qui changent chaque fois, c'est-à-dire que si vous voulez acheter quelque chose à la FNAC ou sur Amazon, vous pouvez générer un numéro de carte avec votre smartphone à usage unique, qui est donc un numéro de carte qui est sécurisé, parce que vous n'aurez pas, il ne peut pas être utilisé une deuxième fois. Le produit Orange Cash est un produit qui existe maintenant en France depuis 2 ans, en Espagne depuis 2 ans aussi à peu près. C'est un marché plutôt de niche. Il fonctionne très bien. Il fonctionne aussi sur les iPhones, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque Apple, c'est toujours compliqué de travailler avec Apple. Mais bon, voilà, on travaille avec Apple. Et ce produit est un produit qui nous a permis notamment de tester des technologies qui permettent de faire du paiement sans contact avec le smartphone sur le point de vente, et qui sera donc ensuite intégré, bien sûr, à l'offre Orange Bank. Orange Cash, c'est encore un porte-monnaie électronique, donc il faut recharger Orange Cash avant de pouvoir l'utiliser. Quand ce sera dans Orange Bank, la technologie permettra tout simplement de payer avec des bits du compte plutôt que d'avoir à faire une poche et avec un complément. Alors, Orange, du fort de cette expérience, s'est dit qu'il y avait des choses à faire sur la partie finance, la partie bancaire. Une fois de plus, c'est dans l'usage numérique des clients. Qu'en est-il de la concurrence ? Les banques de détail, et là je ne parle bien que de banques de détail. Les banques de détail, depuis le passage à l'euro pratiquement, les marges ont diminué progressivement, mais assez systématiquement. Alors les marges, elles ont diminué déjà au moment du passage à l'euro, parce que avant l'euro, chaque fois qu'on allait en Italie, on allait en Espagne, donc, la banque, on achetait des livres, on achetait des pesettes, et la banque prenait des commissions de change. Chaque fois qu'on allait faire un retrait à l'étranger, dans la zone euro, à l'époque c'était pas l'euro, la banque taxait. Bon, tout ça, ça a disparu. Il y avait évidemment l'aspect des particuliers, il y avait aussi des entreprises qui faisaient des opérations de change, des opérations de couverture. Tout ça, ça a disparu. Le passage à l'euro, ça a été un des premiers éléments de baisse des marges des banques. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées ensuite, parce que la réglementation a évolué, réglementation européenne d'une part, toujours renforcée par la réglementation française. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique actuel, mais vous savez bien que la France en rajoute toujours une couche. Hein. Quelle que soit la réglementation, on en rajoute une couche. Je vais vous citer 2 ou 3 exemples. La réglementation sur le crédit à la consommation. Aujourd'hui, les systèmes de taux de l'usure, les systèmes d'amortissement, les systèmes d'obligation les systèmes d'obligation de proposer des alternatives au crédit, etc., etc., ce sont des réglementations qui sortent et qui évoluent à peu près tous les 12-18 mois, depuis 20 ans maintenant.
ce sont des réglementations. Alors, on peut considérer que c'est bien d'éviter d'avoir des taux trop élevés, etc. Je ne suis pas sur des jugements de valeur, je suis juste sur les fonctionnements et factuellement sur ce qui se passe. Ça a donc baissé les marges sur le crédit à la consommation des banques. Il n'y a pas que ça. Quand on est passé au système européen de paiement, au CEPA, eh bien, un certain nombre de commissions, qui étaient des commissions d'interchange, ont là aussi disparu. Quand on oblige les banques à dire, finalement, sur l'assurance des emprunteurs, l'assurance des emprunteurs, c'est l'assurance que vous souscrivez si vous prenez un crédit immobilier, par exemple, et que vous garantit en cas de maladie, en cas de décès ou en cas de chômage. Ces assurances, maintenant, vous pouvez non seulement ne pas les prendre dans la banque, donc vous pouvez aller chercher des courtiers qui vont vous vendre des assurances moins chères, vous pouvez prendre dans la banque des assurances qui ne sont pas de groupe, mais qui sont des assurances individuelles qui seront moins chères là aussi. Et donc, les banques qui, historiquement, ont vendu le crédit immobilier pas cher, et ont perdu de l'argent, et perdent de l'argent sur le crédit immobilier, pour se rattraper ensuite sur l'assurance des emprunteurs, mais aussi sur les comptes courants, etc., tout ça c'est fini, parce que les marges et les subventions croisées, comme on dit, c'est-à-dire je perds sur un produit, mais je me rattrape sur les autres, ça ne marche plus. L'assurance des emprunteurs, c'est fini, on peut aller s'assurer. Et d'ailleurs, depuis pas très longtemps, on peut en plus changer d'assurance, même si le crédit il a quelques années. Vous pouvez à tout moment changer d'assurance pour en prendre une moins chère. Tout ça, il y a plein d'exemples, je ne vais pas les citer tous parce que là sinon on fait la conf là-dessus, mais tout ça, ça a largement baissé les recettes des banques, ce qu'on appelle le PNB. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la réglementation, on va dire, qui a alourdi l'ensemble des process bancaires. Dans ces réglementations, vous avez, par exemple, tout ce qui est reporting réglementaire. Reporting réglementaire aux autorités françaises, européennes, parfois même, il faut le dire, américaines, puisque des réglementations votées aux États-Unis s'appliquent aussi dans les autres pays, selon des mécanismes un peu compliqués. Je ne vais pas y revenir maintenant, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais ça existe aussi. Augmentation de reporting, augmentation des devoirs de surveillance, par exemple, avec la lutte anti-blanchiment et la lutte anti-terrorisme. En clair, aujourd'hui, les banquiers, quand vous ouvrez un compte, quand vous faites des transferts d'argent, entrant, sortant, vous posent un tas de questions que vous trouvez très indiscrètes. Ces questions sont obligatoires. Ce n'est pas les banquiers qui décident de poser ces questions, c'est que la loi leur impose d'exercer une surveillance et quelque part de se substituer à ce que pourrait faire le fisc ou ce que pourrait faire la brigade financière ou je ne sais qui. Ce sont des obligations de résultat. C'est-à-dire que les banques, là-dedans, elles ont une obligation de résultat et de signaler ce qu'on appelle TRACFIN, les mouvements qui pourraient être des mouvements suspects, par exemple ceux qui ne correspondent pas avec votre activité professionnelle, bon, etc., etc. Tout ça, c'est bien sûr des systèmes d'information plus compliqués. Aujourd'hui, dans les grandes banques, dans les grands réseaux nationaux, les 2/3 des capacités de développement informatique sont consacrées à maintenir les systèmes d'information à des niveaux réglementaires corrects. Puis après, il reste entre un quart et un tiers pour faire évoluer les choses. Vous voyez que faire évoluer les choses, ça veut dire éventuellement faire des nouveaux produits. Et vous voyez bien que le numérique là-dedans, tout ce qui peut être banque mobile, banque numérique, peut être un peu le parent pauvre de toute cette histoire. Mais j'y reviendrai après. C'est pas que dans les systèmes, c'est pas que dans les process, ce que je vous raconte. C'est pas que dans les back-office. Si vous allez interviewer le directeur d'une agence bancaire, il va vous expliquer qu'il passe 50% de son temps à faire de la vérification, de la paperasse, du contrôle de premier niveau. Donc ça veut dire que tous les métiers
tous les métiers de la banque sont de plus en plus contraints à un certain nombre de réglementations. Alors ça a un coût tout ça, hein, et c'est bien ce coût dont je vous parle. Baisse des marges, augmentation des coûts. Je vais juste faire un petit flashback sur la partie numérique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Dans les années 90, quand vous faisiez un graphique avec en abscisse, vous mettiez le nombre d'agences de chaque banque, et vous mettiez en ordonnée, vous mettiez la part de marché, ben vous obteniez une droite parfaite. Les banques savaient qu'il y avait une corrélation parfaite entre le nombre d'agences et la part de marché. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait un commerce quelque part qui se fermait, un coiffeur, un boucher, peu importe, on ouvrait une agence bancaire. Évidemment, puisque c'était un moyen pour les banques d'acquérir de la part de marché. Ça, c'était vrai dans les années 90, c'était vrai à peu près jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, tout ça a commencé à se décorréler. La droite parfaite a commencé à devenir un nuage de points, et un nuage de points de plus en plus important, au moment même où arrivait Internet, au moment même où arrivaient ensuite les smartphones. Il ne faut pas oublier cette histoire que les smartphones, ça a 10 ans, hein, c'est pas plus que ça. Donc pour vous, ça fait une éternité, mais dans l'histoire bancaire, c'est extrêmement court. Alors les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait dans un premier temps, dans les années 95, jusque très récemment encore? Elles ont ouvert des agences, mais en même temps, elles se sont dit que pour rentabiliser les agences, il fallait mettre les clients en dehors des agences et choisir les clients qui venaient dans l'agence. Parce que le client qui vient pour discuter le bout de gras avec le conseiller, c'est toujours les mêmes, tous les jours ils viennent, ils passent, ça ne permet pas de faire du business, ça coûte cher, et donc on préfère plutôt le mettre chez lui, ou alors devant Internet, ou alors au téléphone, ou alors avec, vous savez, les agences bancaires qui se sont souvent organisées avec une entrée, avec des automates, et puis des prospectus, et puis derrière, il y a la zone conseil. Donc les banques ont essayé de mettre les clients en dehors des agences, et là je dois dire qu'elles ont plutôt très bien réussi, puisque aujourd'hui les agences sont désertées. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a de moins en moins de clients en agence. Et du coup, tous les réseaux, tous les grands réseaux, ont annoncé, certains n'annoncent pas encore, mais ils le font quand même, ont annoncé qu'ils allaient fermer des agences. Même les réseaux mutualistes, qui sont les derniers à résister, commencent à fermer des agences, tout simplement parce que ça coûte trop cher d'avoir des agences avec trop peu de clients à l'intérieur. Les marges ont diminué, les coûts ont augmenté, les réseaux d'agences ont continué à se développer avec des marges, avec des coûts élevés. Simultanément, quand même, les banques se sont dit, mais il y a quand même un truc qui se passe, il y a Internet, le téléphone, les plateformes téléphoniques, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Ensuite, le smartphone. Une seule chose, c'est que les banques traditionnelles ont considéré que ces nouveaux canaux étaient plutôt des coûts supplémentaires par rapport aux coûts qui étaient déjà en train d'augmenter, plutôt que des opportunités pour faire du business. Et donc, elles ont conçu ces applications, mobiles, Internet, etc., anonymat. Si vous... Je ne veux pas dire du mal de la concurrence, c'est pas mon objet, mais regardez bien ce que font un certain nombre de banques avec leurs services propres de banque, éventuellement sous une marque différente, mais peu importe, ça reste la même banque. C'est juste un petit coup de peinture numérique sur des process qui existent, sur des produits qui existent, mais qui sont exactement les mêmes que ceux de l'agence. Il m'est arrivé personnellement, en ouvrant un compte chez un banquier qui fait une très très bonne pub, qui fait beaucoup de communication et qui est une grande banque, et une très bonne grande banque, hein, faut bien le dire, de recevoir chez moi un bout de papier avec un cadre dans lequel il a fallu que j'appose ma signature, que je remette dans une enveloppe et que je renvoie. Si ça, vous trouvez que c'est du numérique,
Et ça, pourquoi c'était comme ça? C'est parce que c'est juste le process qui existe en agence, qu'on a reproduit. On a mis un petit coup d'internet, c'est-à-dire qu'au lieu de téléphoner à l'agence, au lieu de passer à l'agence, on s'inscrit par internet, mais juste après, hop, ça passe dans le système traditionnel. Et donc les banques ont investi à minima sur ces médias. Depuis 2 ans, à peu près, 2-3 ans, on a quand même des groupes qui commencent à investir dans les fintechs. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, la BNP a annoncé qu'elle a racheté Nickel. Je n'ai pas les détails, parce que j'ai juste un... Vous voyez ce que c'est que le compte Nickel? C'est le compte qu'on peut ouvrir chez les buralistes et qui est une carte de paiement à autorisation systématique. Voilà, c'était assez amusant parce que j'étais jeudi ou vendredi avec un déjeuner avec un dirigeant de la BNP et on parlait du compte Nickel. Alors je pense que lui il savait qu'il rachetait et moi pas, et j'expliquais que le compte Nickel, enfin, ma position c'était qu'il fallait absolument qu'il s'adosse à une banque. Bon, ok. Et pourquoi il faut qu'il s'adosse à une banque? C'est parce qu'un compte de paiement tout seul, en France, ou dans les pays d'Europe de l'Ouest, enfin dans les pays où le taux de bancarisation est élevé, un compte comme ça ne fonctionne pas sur le plan du business model. La banque, ça fonctionne à partir du moment où vous équipez le client. Alors, certes, il lui faut des moyens de paiement, mais les moyens de paiement ne sont pas rentables. Donc la banque, ça commence à fonctionner à partir du moment où vous vendez d'autres produits, notamment des produits de crédit. Bon, ok. Je ferme cette parenthèse sur le compte Nickel, mais enfin, c'est de l'actualité. J'ai toujours pensé que Hugues Le Bret avait comme produit non pas une carte, mais il avait comme produit sa boîte. Bon, il l'a bien vendu, je pense. Je ne connais pas les détails de la transaction, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Et on va voir dans la suite comment la BNP va faire ça. Donc les banques, les grandes banques commencent à investir, il ne faut pas les sous-estimer, ils vont avoir des bonnes idées pour suivre le mouvement. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que pour vous, c'est-à-dire pour les clients, ben, ça va faire bouger. Ça va faire un petit peu bouger tout ça, donc vous aurez des services complémentaires. Et ça, c'est plutôt quelque chose de sympa. Et puis pour nous, ben, ça va monter la barre un peu plus haut, et donc ça nous permettra là aussi d'inventer des choses encore plus innovantes. Donc les banques traditionnelles, pour revenir sur mon raisonnement, les banques traditionnelles ont eu des marges qui ont baissé au fur et à mesure. Elles n'ont pas investi sur ces domaines-là. Orange a une expérience dans la banque, par les moyens de paiement, certes, et Orange a un tas d'atouts pour aller sur le terrain des services financiers mobiles. J'ai parlé d'un atout, l'expérience en Afrique. Il y a une deuxième chose quand même, c'est qu'on a une expérience en Pologne, avec un partenariat de distribution, c'est-à-dire qu'on n'a pas acquis une banque, on a un partenariat de distribution, on distribue les produits de mBank. mBank étant une banque polonaise sur mobile, filiale de la Commerzbank, et qui est une très très bonne banque, parce que c'est considéré comme, d'abord ils ont 3 millions de clients, ce qui est plutôt très bien en Pologne, et en plus, ils ont une appli qui est vraiment très très bien faite. Donc mBank est plutôt une banque qui fonctionne très bien. On a un partenariat avec eux en Pologne de vente donc de compte mBank. Pour autant, la réflexion, elle va un peu plus loin. Elle se dit que Orange a une marque. Quand vous faites des enquêtes clientèle, là aussi, et on fait énormément, on se rend compte qu'Orange a dans l'esprit des gens un capital de confiance qui est énorme. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que c'est un opérateur historique, c'est aussi dû au fait que, en général, la qualité de service est quand même perçue comme très bonne. C'est aussi dû au fait que Orange a une implantation en termes de boutiques sur le territoire français de 800 boutiques, et donc ça permet de rassurer quelque part et d'être un point de contact entre les clients et Orange.
Donc Orange a une excellente image. Il y a une deuxième chose, c'est que Orange connaît très bien tout ce qui est expérience numérique, je l'ai dit tout à l'heure. Donc si on veut faire de la banque numérique, notre ambition, c'est pas de partir comme d'autres peuvent le faire, des process existants avec une couche de numérique, c'est de partir de l'expérience client, c'est de partir de ce que nos clients peuvent attendre d'une application mobile, et de derrière dérouler à l'envers pour aller vers le process bancaire, en respectant la réglementation, etc., etc., bien sûr. Donc, on peut penser que c'est la même chose, hein, a priori. C'est-à-dire le process bancaire, je mets une couche numérique ou je pars du numérique, je mets des process bancaires. En réalité, c'est pas du tout la même chose parce que c'est la manière de penser l'application, c'est la manière de penser l'expérience client qui diffère complètement. Ça veut dire aussi, quand même, que chez Orange Bank, vu que l'expérience client doit être simple, temps réel, performante, etc., etc., ça veut dire aussi que on va se limiter à un certain nombre de produits, qu'on n'ira peut-être pas faire tout ce que font les banques généralistes, mais c'est quand même aussi quelque chose qui laisse un peu la banque traditionnelle, c'est que la banque traditionnelle, ils veulent faire tous les produits pour tous les marchés, de la grande entreprise jusqu'aux particuliers, en passant par les professionnels, les commerçants, les petites entreprises, etc. Bon, il y a un moment où faire tout ça en même temps, ben, c'est compliqué. Donc nous, notre idée, c'est plutôt de faire des choses simples. Les avantages d'Orange, donc la marque, l'expérience du numérique. Il y a une autre chose, je l'ai dit, hein, c'est notre réseau de 800 boutiques, dont 140 boutiques, dans 140 des 800 boutiques les plus grosses, vous pourrez directement ouvrir le compte. Alors, vous pourrez aller, on est en train de former 800 personnes, avec une formation de 80 heures par collaborateur. Pourquoi 80? Parce que c'est dans la loi, il faut 80. La loi ne dit pas ce qu'il faut mettre dans la formation, mais la loi dit qu'il faut former les gens 80 heures pour qu'ils puissent ouvrir des comptes. C'est comme ça, donc ils ont des formations 80 heures. Et donc on aura 800 boutiques, dont 140 dans lesquelles on pourra ouvrir des comptes. Les autres boutiques, on prendra les coordonnées. Si un client vient se présenter en disant « moi je veux un compte chez Orange Bank », on prendra ses coordonnées et ensuite il sera rappelé par la banque. On n'aura pas le droit d'ouvrir dans la boutique. Autre atout d'Orange, eh bien, c'est la connaissance de ses clients. Orange a 25 millions de clients, à peu près, plus ou moins, particuliers. Et dans ces clients, ben, il y a quand même un certain nombre de clients dont on connaît beaucoup de choses. Déjà, on sait où ils habitent. Donc déjà, quand vous venez ouvrir un compte, c'est plus simple, puisque le justificatif de domicile, c'est en général la facture telco. Donc on va vous redemander la facture telco, ce qui devrait simplifier l'expérience client. Éventuellement, on a déjà votre pièce d'identité, pas toujours, ça dépend depuis quand, etc. Et donc peut-être que vous pouvez ouvrir un compte dans une boutique Orange sans rien d'autre que la volonté, votre signature. Mais les clients, on sait aussi plein de choses sur ces clients. On sait depuis quand ils sont abonnés, à quel abonnement, s'ils payent bien leurs factures, etc. Alors je vous rassure tout de suite, ces renseignements ne sont exploités que d'une manière qui est complètement conforme à la loi. On a fait valider tous les process, tous les échanges de données, etc., par la CNIL. D'ailleurs, même les renseignements agrégés qui seront utilisés, ça ne se fera seulement quand le client aura signé en disant oui, j'accepte que ces renseignements agrégés soient passés. C'est juste pour vous dire que tout ça est complètement charté et que, évidemment, on n'a pas le droit de faire des choses avec ces informations qui seraient totalement en contradiction avec la CNIL. Juste un petit point, puisqu'après je vais en parler de Groupama Bank. Quand on a acheté Groupama Bank, 65%, on a déposé des dossiers auprès de toutes les autorités, y compris les autorités de la concurrence. Et aux autorités bancaires, on a aussi déposé un dossier qui décrit absolument tout. Ce dossier, juste pour prendre 65%, pas pour fabriquer une banque,
Ce dossier, il fait 4000 pages. C'est vous dire que tout a été regardé, alors non seulement il fait 4000 pages, mais en plus il a été vu par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'autorité française, et ça a été ensuite envoyé à la BCE pour bien vérifier qu'on faisait correctement notre métier. Bon, donc, voilà, Orange a donc des atouts très importants sur tous ces aspects-là pour prendre des clients. Je les répète, hein, pour synthétiser cette partie, 25 millions de clients, 800 boutiques, une image, la connaissance du numérique et les données. Plus l'expérience qu'on a acquise en Pologne et en Afrique. Alors pourquoi Groupama Bank dans cette histoire? Pourquoi on a décidé d'être vraiment propriétaire d'une banque et non pas uniquement distributeur de produits financiers comme on peut le faire en Pologne? Eh bien ça c'est simple, c'est que en gros, vous savez, la banque c'est un modèle de stock. Je vais vous expliquer ça. D'abord l'objectif c'est bien sûr quand même de gagner de l'argent, pas juste d'en perdre. Pour autant, il faut, alors c'est de gagner de l'argent sur la banque, c'est aussi de diminuer le churn, c'est donc de diminuer de fidéliser les clients sur la partie telco. Quand on fait du paiement, que ce soit en Afrique ou avec Orange Cash, ou quand on fait de la distribution de produits financiers comme on fait en Pologne, on est sur des modèles de flux. Quand on est propriétaire d'une banque, quand on est vraiment dans le métier bancaire, on est dans un modèle de stock. Ça veut dire quoi tout ça? Bah, c'est simple, si vous faites du paiement, vous allez comprendre, vous faites du paiement. Comment Orange gagne de l'argent quand vous faites du paiement avec une application Orange? Ben, Orange gagne de l'argent, très simplement, c'est en prenant des fees. Chaque fois que soit vous rechargez le porte-monnaie électronique, chaque fois que vous payez, ben, c'est en tout cas en prenant des commissions au fur et à mesure qu'il y a des paiements. Si, et donc c'est en fonction des flux de paiement, si un jour on décide d'arrêter, c'est pas le cas, mais si on décidait d'arrêter cette activité, ben, du jour au lendemain, on n'a plus d'argent, il n'y a plus de recettes qui rentrent, puisqu'il n'y a plus de flux. C'est la même chose dans la distribution de produits financiers de quelqu'un d'autre. Si je distribue des produits financiers de quelqu'un d'autre, je gagne des commissions au fur et à mesure, c'est bien, mais si un jour j'arrête de distribuer, ben j'arrête de gagner des commissions. La banque de détail, c'est un modèle totalement différent. C'est un modèle où on gagne de l'argent. Quand on a des clients, une base de clientèle fidèle, une base de clientèle qui est là, qu'on a acquise par les moyens dont on a parlé, et qu'on peut équiper sur la durée de produits complémentaires, c'est-à-dire de produits d'assurance, de crédit, d'épargne, etc., etc. Une banque de détail, ça fonctionne sur du stock. Je prends la BNP, mais les autres c'est la même chose. Si lundi matin, la BNP décide de ne pas ouvrir ses agences, ils licencient tout le monde, ils vident les locaux, et puis ils n'ouvrent plus là c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Parce que vous avez tout le stock d'épargne et tout le stock de crédit qui tout d'un coup va produire toutes les commissions, toutes les marges d'intérêt, et puis il n'y a plus les coûts à côté. Alors évidemment, c'est pas ce qui va se passer, et puis ça n'a qu'un temps, parce que les crédits s'amortissent, l'épargne ça n'amortit pas, normalement l'épargne, si ça rapporte, ça augmente, mais au bout d'un moment, les clients vont en avoir marre, et donc ils vont aller ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, une activité de banque de détail en run-off, quelque part, c'est là où elle est la plus rentable, puisqu'on a les commissions, on a les marges d'intérêt, mais pas les coûts. C'est la différence fondamentale entre le modèle de banque de détail et le modèle de distribution. Alors, quand on est dans le de banque de détail où on est propriétaire, et le modèle de distribution où on est sur un modèle de flux. Pourquoi on a décidé d'être à la manœuvre? Eh bien, c'est tout simplement que Orange a décidé, dans le cadre de sa stratégie, de s'occuper de ses clients, de constituer durablement un fonds de commerce
qui va certes dans un premier temps coûter, parce que quand on fait de l'acquisition de clientèle ça coûte, mais qui au bout d'un moment sera une clientèle extrêmement fidèle, enfin en tout cas on l'espère, rentable, parce qu'on aura réussi à l'équiper au fur et à mesure. Pour faire ça, il y avait deux manières de faire. Soit de créer une banque ex nihilo, et là c'était pas 4000 pages, c'était 40 000 pages, 3 ou 4 ans de travail, et c'est même pas sûr qu'on aurait eu l'agrément. Soit d'acheter une banque, c'est le choix qui a été fait. Alors on n'a pas acheté, mais on a fait mieux, puisqu'on a pris une participation majoritaire dans Groupama Bank, qui est devenu Orange Bank depuis le 15 janvier. Et c'est encore mieux parce que du coup, Groupama, avec ses 3000 boutiques, Groupama plus Gann, va aussi distribuer les produits d'Orange Bank. Donc la stratégie de Groupama et la stratégie d'Orange sur cette partie-là sont totalement en accord. En plus, ce sont des entreprises qui ont des images au niveau du public qui sont plutôt très favorables. Donc on a vraiment trouvé là-dessus le partenaire idéal. Bien sûr, ça demande un certain nombre de choses, ça demande un certain nombre de changements. Et quand on travaille aujourd'hui au lancement d'une banque numérique, ça veut dire que l'activité actuelle de Groupama Bank, c'est une activité qui continue, mais qu'on crée à côté un nouveau système d'information, une nouvelle appli mobile. Aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui bossent à plein temps sur le projet. D'accord ? Sur une offre qui sortira à la fin du semestre. Donc, l'opportunité pour Orange, c'était donc de devenir acteur bancaire et de s'engager, à la fois avec des investissements, mais aussi avec les acquis et les atouts d'Orange, de s'engager dans une aventure qui est faite pour gagner de l'argent, pour améliorer la fidélité des clients auprès d'Orange, et donc qui est vraiment une stratégie de long terme, au même titre que les objets connectés, les contenus, etc. Dans le projet stratégique d'Orange, qui s'appelle Essentiel 2020, si vous allez regarder ça sur Internet, c'est public, il y a deux priorités, c'est les objets connectés et la banque. Donc ça fait partie totalement des deux priorités d'Orange pour le projet. La Orange Bank, ça va se passer comment? Orange Bank, dans le semestre, on va sortir, avant la fin du semestre, on va sortir en France. Un an plus tard, un an, c'est pas encore au jour près, hein, mais l'année d'après, on sortira en Espagne, qui est le deuxième pays pour Orange. Et l'année d'après, encore, là non plus c'est pas planifié, mais bon, on sortira en Belgique par le jeu de passeport bancaire qui permet, quand on a une banque en Europe, quand on a un agrément en bancaire dans un pays européen, on peut ensuite aller ouvrir une succursale dans un autre pays. Voilà. J'ai vu qu'il n'y a aucune question, alors ça c'est des fins. Ils sont timides. Bon. Allez, il y a une question là-bas. Bonjour, je tenais déjà à vous remercier pour votre présence ici. Je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui a connu, qui continue de connaître justement ce produit-là. On l'appelle Orange Money chez nous. Oui. Et j'ai constaté que justement, ce produit-là, lorsqu'on essaie de faire des transactions financières entre pays africains, il n'y a pas de problème. De l'Hexagone en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de le faire de la Côte d'Ivoire à la France, le projet ne marche plus. Alors que je me suis posé la question de savoir quelle était la stratégie d'Orange face à cette difficulté-là, surtout quand on sait que parmi le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France pour les études, 42% viennent déjà d'Afrique. Et je pense que c'est déjà un manque à gagner déjà pour l'entreprise. Et est-ce que Orange Bank, déjà, le lancement d'Orange Bank pourrait permettre plus ou moins de lever cette difficulté-là? Alors, je vais répondre. Orange Bank n'a strictement rien à voir avec Orange Money. D'accord? C'est vraiment deux voies totalement différentes. Sur la partie échange entre
la Côte d'Ivoire, enfin les pays africains et la France dans l'autre sens, honnêtement, j'en sais rien. C'est pas un sujet. Je ne m'occupe pas de ce sujet-là. Hein, donc je ne connais pas la stratégie d'Orange pays par pays, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase, parce que les gens qui s'en occupent, je les connais, sont dans une phase d'investissement assez massif pour leverager quelque part le produit Orange Money. Voilà. Bonjour, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, plutôt par rapport au vernis numérique qui applique les banques traditionnelles sur leurs solutions, dans la mesure où vous disiez que chez Orange, il va néanmoins falloir une action active de la part de l'utilisateur pour ouvrir un compte dans un point de vente Orange. Je me demandais si finalement stratégiquement, la concurrence principale dont vous pourriez souffrir, c'est pas plutôt celle des banques traditionnelles, mais davantage celle des solutions de paiement mobile comme Lydia, qu'on expérimente tous ici, ou même dans d'autres écoles de commerce, parce que je me demandais si ça ne correspond pas plus à un usage simple et au chaînon manquant qu'il peut y avoir entre les banques traditionnelles et l'usage mobile qui en est fait. Alors, on pourra ouvrir un compte dans une banque, dans une boutique Orange, on pourra aussi le faire tout seul, hein, sur l'application mobile, hein, donc vous n'aurez pas besoin. Bon. Lydia est je connais bien les gens qui ont monté Lydia, c'est du paiement. Une fois de plus, ces modèles de paiement, à un moment ou à un autre, quand on fait payer personne, et qu'il y a quand même des coûts, même s'ils sont beaucoup plus faibles que ceux des banques traditionnelles, il y a quand même un problème. Bon. Donc, Orange Bank, l'ambition, c'est de faire une banque avec tous les produits simples, mais avec toute une gamme de produits. Donc ce ne sera pas uniquement du paiement. Ça peut inclure de l'épargne, mais bien sûr, épargne, crédit, assurance, etc., qu'on développera dans le temps, avec l'agilité qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire la possibilité très rapidement de pouvoir faire évoluer les choses, rajouter une offre, mais ça, bon, vous verrez, je suis aujourd'hui tenu au secret sur les dates, sur les produits, sur ce genre de choses. Bon, malheureusement, mais... Parce que sinon j'aurais plein de choses à dire. J'entends bien, mais déjà au niveau du marché actuel, parce que c'est vrai que vous avez donc lancé votre solution de paiement mobile avec Orange, on se rend compte qu'il y a une différence en termes d'ergonomie, parce qu'il faut déjà recharger un crédit chez Orange, exactement. Là où on peut le faire directement avec Lydia ou Pumpkin, où on va directement prendre sur une carte bancaire. Tout à fait. Donc où est vraiment la plus-value, même une fois que la banque sera sortie pour l'utilisateur? Et la plus-value ne sera pas uniquement sur le paiement. D'accord. Voilà. Non, mais bien sûr, vous aurez tous les produits, oui, vous aurez une gamme complète de produits. D'accord. Bien sûr. Merci. Je vois un bras levé là-bas. Bonjour. Moi, je rebondis encore une fois. C'est par rapport au paiement peer-to-peer. Donc, vous avez de la technologie blockchain. Moi, j'aimerais savoir comment Orange Bank se place sur ce marché. Blockchain. Il n'y a pas une seule fois où j'interviens en interne chez Orange ou à l'extérieur, on ne parle pas de blockchain. Bon. Alors, blockchain, c'est très sympa, c'est un truc, voilà, je me suis plongé dedans, c'est honnêtement, intellectuellement assez amusant. Il n'y a pas aujourd'hui d'application pour les particuliers qu'on peut faire avec blockchain qu'on ne peut pas faire avec une technologie traditionnelle. Autrement dit, au vu de l'expérience client, en vue de l'offre qu'on va vous faire, blockchain, ça ne nous amène à rien à date. Peut-être qu'un jour on va trouver quelque chose qui est très bien avec blockchain, mais blockchain, ça n'amène rien aujourd'hui à la banque de détail. C'est comme ça. Qui plus est, blockchain, on parle beaucoup du côté anonyme, du côté éviter le tiers de confiance, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Si vous faites du blockchain, si vous faites du bitcoin, etc., à un moment ou à un autre, vous allez rentrer dans le système. Et le moment où vous rentrez dans le système en mettant de l'argent ou en faisant une transaction, à ce moment-là, il faut vous identifier. De la même manière qu'au moment où vous sortez du système. Si vous faites juste de l'authentification, de la signature, de l'authentification, etc., il faut bien qu'à un moment, vous soyez identifié à l'entrée ou à la sortie.
Et c'est là que le bas blesse, puisque pour vous identifier à l'entrée ou à la sortie, même si toutes les transactions se sont faites de manière anonyme, au moment où vous entrez ou vous sortez, il vous faut un tiers de confiance. Pour dire oui, le numéro d'identifiant machin, c'est bien Tartampion qui est là. Donc, pour la banque des détails, une fois de plus, je ne dis pas que le blockchain n'a pas d'intérêt pour d'autres applications, mais pour la banque de détails, pour le particulier, blockchain n'a à date pas d'intérêt majeur. En tout cas, on peut toujours faire avec d'autres technologies traditionnelles. Bonjour, merci déjà pour être venu ce soir. J'ai une question. Comment votre banque fonctionne concrètement? Est-ce qu'on a une carte bancaire? Bon, alors, j'ai le droit de rien dire. Bon, mais tout ce que vous attendez d'une banque, il y aura. Voilà. Non mais j'ai le droit de rien dire. Mais en même temps, si vous voulez une banque, il faut bien une carte, il faut bien des moyens de paiement, il faut pouvoir faire des virements, il faut faire des prélèvements, etc. Et notre objectif, c'est bien, non pas d'être un opérateur de paiement, comme peut l'être Lydia ou comme peut l'être Nickel, etc. Mais c'est bien de vous offrir une banque qui vous permettra de fonctionner de la même manière que vous fonctionnez avec d'autres banques. Bon, donc oui, il y aura une carte, bon, bien sûr. Alors, si je peux me permettre de rebondir, c'était posé et c'est la même optique. Vous avez cité la BNP, moi j'ai un compte à la BNP. Quel est l'intérêt pour moi de fermer mon compte à la BNP et de venir chez Orange? Alors il y a plein de choses et je ne peux pas les dire. Alors c'est ça qui m'embête parce que, bon, j'ai laissé vos coordonnées, on en reparle dans quelques mois. Dans quelques mois. On en reparle dans quelques mois. Je suis désolé. Vraiment, là c'est voilà. À cet endroit-là, je ne peux pas vous raconter ce qui va se passer. Oui, c'est bien ça. Oui, bonjour. Oui, petite question effectivement sur la création de valeur, et on voit bien avec la banque de détail qui a besoin de clés, surtout avec le contexte économique sur le niveau. La question, c'est qu'on a vu beaucoup quand même de structures bancaires qui ont fait leur digital et qui ont eu des difficultés à faire émerger du service à côté. Et je suppose, en l'occurrence, parce que parfois il est nécessaire de retourner sur la banque traditionnelle pour pouvoir faire un crédit immobilier ou autre, ou sur des environnements dans lesquels on a besoin de réhumaniser un petit peu la relation. Vous voyez en fait accueillir des gens pour faire du crédit immobilier dans une boutique Orange ou comment vous voyez un petit peu les choses? Oui, ça c'est une très bonne question. Alors d'abord, les banques qui ont émergé sur le numérique et qui ont eu un peu du mal, c'est quoi? C'est quasiment toutes des filiales de grands groupes bancaires. Donc c'est, enfin je veux dire même toutes, à part ING qui est une filiale de grands groupes bancaires mais pas qui est implantée en France. C'est toutes des filiales de grands groupes bancaires. Donc ils ont un problème fondamental de stratégie, c'est comment j'explique à mes clients que au sein du groupe, j'ai une entité qui vend moins cher, qui fait mieux, etc. par rapport à ceux qui vont directement à l'agence. Donc là, et ça, honnêtement, ils n'en sont pas encore vraiment totalement sortis. Quant au crédit immobilier, vous savez, j'ai eu une expérience, j'étais chez Banque Directe à l'époque, avant 2000. Avant que ce soit ensuite racheté par AXA, etc. À cette époque-là, on faisait déjà du crédit immobilier au téléphone. Donc c'est pas dans les boutiques Orange. Hein. On ne va pas transformer les boutiques Orange en agences bancaires. Avec tout ce que j'ai dit sur le fait que les agences bancaires étaient désertées, on ne va pas transformer les boutiques Orange. Notre banque, elle va bien être avant tout mobile. Hein. Bon. En revanche, le crédit immobilier, on peut très bien le faire au téléphone de manière extrêmement efficace. Et vous savez pourquoi? C'est pour une raison assez simple. Quand vous allez dans une agence bancaire, le conseiller de clientèle que vous avez devant vous, bon, certes, il est là, mais il fait un crédit immobilier une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, au mieux. Donc c'est pas un spécialiste de crédit immobilier. Si vous avez une équipe au téléphone qui est spécialisée dans le crédit immobilier, vous avez des gens qui vont traiter quelques dossiers par jour. Donc en termes de conseil, certes, vous n'aurez peut-être pas la personne devant vous,
mais en termes de qualité de conseil, sur le crédit lui-même, sur le montage, sur l'assurance, sur l'utilisation de votre épargne par ailleurs, etc., etc., je vous assure que vous aurez des gens d'une qualité qui sera bien supérieure à ceux qui, dans les agences, et c'est pas une question de personne, hein, à ceux qui, dans les agences, font un dossier tous les 3 mois, qui ont 200 produits à vendre et qui n'arrivent pas à les vendre, et qui passent pas mal de temps à faire de la vente de produits, pas uniquement particuliers, mais ça peut être professionnel, etc. Vous aurez des spécialistes de crédit immobilier. C'est pas pour tout de suite, hein. Le crédit immobilier viendra un peu plus tard. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut faire le crédit immobilier à distance, et je l'ai vécu hein, chez Banque Direct, mieux que ce qu'on fait en agence. Bonjour, j'ai 2 questions. La première question concerne l'utilisation des données récupérées dans le réseau. On sait que le réseau est une source intarissable de connaissances des clients. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer, utiliser? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'au sein du groupe, vous allez pouvoir mettre en place des synergies entre différents verticaux, le réseau, l'Internet des objets et la banque? Alors, quand vous dites les données récupérées sur le réseau, c'est-à-dire les données Internet, etc., aucune information. Voilà, point barre, on n'ira récupérer aucune information là-dessus. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé, donc c'est pas du tout comme ça qu'on fera. Sur l'Internet des objets, de connectés, il y a des choses qui commencent à exister dans la banque, mais on en est vraiment qu'au début, hein, parce que les objets connectés, ne serait-ce que les réseaux qui permettent de connecter les objets, ne sont pas encore complètement développés. On est en train de développer les réseaux de connexion de ces objets, qui sont des réseaux spécifiques. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je n'ai pas encore la même chose, je ne peux pas vous raconter ce qu'on va faire chez Orange Bank, mais on sait bien qu'il y a quand même notamment dans la partie assurance, il y a des choses qui peuvent se développer sur la protection des personnes, etc., qui peuvent tout à fait être cohérentes avec une offre, notamment d'assurance. Oui. Moi, j'ai une question concernant l'actualité à venir. J'ai lu en fait que l'offre Orange Bank allait coûter un petit peu moins d'une centaine d'euros par an. Ah bon? Par mois. C'est ce que j'ai lu. Par mois, oui. Ça, oui. 100 euros par mois. Non mais, ouais. Et à côté de ça, suite à l'année prochaine, Carrefour va permettre à ses clients en fait, d'ouvrir un compte pour 5 euros et ensuite de payer 1 euro par mois. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Alors, non, alors là, le 100 euros, là, honnêtement, alors la presse raconte n'importe quoi. Enfin, faut vraiment vous raconter un truc, c'est que c'est assez invraisemblable. Même les gens qu'on connaît, qui nous appellent, etc., ils racontent des trucs. On a une discipline, c'est que même quand les journalistes nous appellent pour dire on a cette information, vous confirmez, vous infirmez, même ça on répond pas. Donc après ils diffusent. Mais voilà, faut pas croire ce que dit la presse. Vraiment. Vous verrez que c'est assez impressionnant, il y a des trucs qu'on découvre nous. Et puis on ne peut même pas dire que c'est de la fuite de documents internes, machin, parce qu'il y a des moments où des choses qui nous épatent. Bon. Ce qui est clair, c'est qu'on aura une tarification agressive, hein, donc on ne va pas rester, on va être plutôt dans le bas du panier. La partie, le compte César chez Carrefour, c'est un compte, il faut bien voir que l'esprit de Carrefour, d'abord c'est du paiement, l'esprit de Carrefour, ils ont déjà Carrefour Banque, hein, avec une carte de paiement et du crédit qui va avec. L'esprit de Carrefour, c'est de faire en sorte que les gens y viennent dans leur magasin. Carrefour, je crois que c'est 4 millions, 3 ou 4 millions, 3 millions de passages par jour dans les boutiques Carrefour. Donc, depuis la création de Carrefour Banque, en 1981, si je me souviens bien, toute l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens reviennent dans les magasins, les points de fidélité, etc. Et Sésame, c'est la même chose, c'est j'ouvre des comptes à des gens, à tout le monde, vraiment à tout le monde, et je vais faire en sorte qu'ils reviennent en permanence dans les comptes.
Donc la logique de Carrefour Banque, elle est un peu différente de la nôtre. Hein, voilà. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, Sésame, c'est plutôt le concurrent de Nickel que le concurrent d'Orange Bank, puisque Orange Bank aura une palette de produits beaucoup plus vaste. Vous avez dit que ça allait s'adresser donc à des particuliers, mais est-ce que vous visez aussi des PME? Non. Et du coup, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez des targets en termes de part de marché lorsque vous allez vous introduire? Alors, l'objectif qu'on a, mais c'est un objectif voilà, c'est 2 millions de clients. Pas à la fin de la première année, hein. 2 millions de clients. 2 millions de clients, je vous ai dit, il y a entre 20 et 25 millions de clients chez Orange. Il y a 2 millions de clients. Bon, on va faire un autre. Vous faites du market sizing, j'imagine, de temps en temps dans vos études. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Il y a un autre élément, c'est 100 millions de relations bancaires en France, avec un churn de 5% à peu près. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a 5 millions de clients qui changent de banque. Ou bon, c'est en train de s'accélérer en plus. Enfin bon, c'est 5%. Donc si on veut faire 2 millions de clients à l'horizon de quelques années, bon, je vous laisse faire le calcul, mais vous verrez que ça reste des choses extrêmement atteignables. Bonjour. Bon. Par rapport à l'instant payment qui est en train de se mettre en place en Europe, est-ce que ça vous impacte et comment vous le gérez actuellement? Ah ben c'est une norme, hein, de toute façon. Donc là, le point, il est clair. Oui, on va être impacté et on va le faire. Et enfin, je veux dire, voilà, ça, il y a comme tous les autres. Hein. Ça, c'est voilà. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a une question là-bas. Bonsoir monsieur. Je me demandais si ce n'était pas un danger la numérisation pour la relation qu'entretient le banquier avec son client, que ce soit peut-être pour les professionnels ou on va dire des ménages. Est-ce qu'elles ne souhaitent pas conserver une certaine relation avec leur banquier, une relation de confiance, surtout peut-être pour les professionnels? Moi, je veux dire, enfin, sur les professionnels, etc. Enfin, il y a quand même un truc, hein, c'est que vous êtes à peu près tous, je pense, vous êtes certainement tous cliqués sur un machin sur votre smartphone, où vous avez permis à Google ou Amazon de vous tracer au mètre près 24 heures sur 24. Alors, ça justifie rien, bien sûr, vis-à-vis des banques, mais bon, il faut aussi un peu faire confiance aux banquiers. Et à mon avis, je préfère que mon banquier connaisse mes mouvements de compte courant plutôt que Google absolument tout ce que je fais. Bon. Et une fois que j'ai dit ça, je vous assure que même dans les 4000 pages qu'on a écrites à la CPR et à la BCE, dans les 4000 pages, il y a tout un volet sur la protection des données, sur l'utilisation de ces données. Et je vais même vous dire un truc que normalement je ne suis pas censé vous le dire, mais le niveau de sécurité qu'on aura sur l'application mobile d'Orange Bank sera supérieur à tous les niveaux de sécurité que vous avez sur toutes les autres applications. Par l'usage d'une technologie, qui est une technologie qui existe, hein, qui n'est pas une technologie uniquement... Enfin, qui est une technologie qui malheureusement n'est pas très utilisée en France, mais qui est complètement banalisée dans d'autres pays. Qui est une technologie d'authentification sur la carte SIM, avec la carte SIM. Donc vous aurez, pour les clients Orange qui auront un compte chez Orange Bank, vous aurez un niveau de sécurité supérieur à tout ce que vous avez aujourd'hui ailleurs. Voilà. Mais bon, je vous assure que tout ça est contrôlé, toute l'utilisation des données est contrôlée dans la banque comme c'est pas permis. Et dans les telcos aussi. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, la réglementation bancaire là-dessus et la réglementation sur les données sont contradictoires. Parce que la réglementation bancaire, elle voudrait que la banque, elle sélectionne au mieux ses clients et qu'elle connaisse au mieux ses clients.
pour savoir s'il y a des choses bizarres, mais aussi pour que, en termes de risque, elles prennent le moins de risques possible, par exemple sur le crédit. La réglementation sur les données veut exactement l'inverse, c'est-à-dire veut que les banques n'utilisent absolument pas les données qu'on a sur les clients. Donc les deux réglementations sont en général contradictoires dans l'esprit. Après, au jour le jour, eh bien, on travaille à la fois avec la CNIL et avec les autorités bancaires pour permettre de savoir ce qu'on doit et ce qu'on peut faire. Voilà. Il y a une question là-bas, je crois. Ah. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure du fait que les conseillers dans les banques demandaient souvent, ils essayaient de vendre 200 types de services, que nous-mêmes on ne connaît pas, mais comment vous pensez que vous pourriez vendre autant de services via le digital alors que... Ah ben on va vendre moins. Déjà on aura une gamme plus simple. Non mais quand même, je veux dire, on va pas tomber dans les handicaps que d'autres ont. Donc on aura une vente, des choses plus simples. Donc on aura une expérience client plus simple qui permettra aux clients de mieux se servir lui-même. Vous savez, il y a un truc assez amusant, c'est que quand on est dans une agence bancaire, c'est frustrant pour les commerciaux qui sont dans des agences bancaires. En général, le client, quand il vient dans l'agence bancaire et qu'il demande un rendez-vous, il connaît mieux ce dont il a besoin que le conseiller bancaire. Pour deux raisons. Parce que d'abord, le conseiller bancaire, il a entre 500 et 600 personnes dans son portefeuille. Donc ok. Voilà. Puis deuxième chose, c'est qu'en général, quand vous allez voir votre conseiller bancaire, vous êtes renseigné sur Internet avant. Et vous êtes renseigné sur votre carte. Vous avez fait des recherches. Bon. Et donc vous avez pris, y compris d'ailleurs sur le site Internet de la banque dans laquelle vous allez. Et donc vous avez beaucoup plus d'informations extrêmement précises, sur vous c'est normal, mais sur les produits qui vont vous être proposés ou sur le produit que vous voulez, que le conseiller bancaire. C'est très frustrant pour le conseiller dans l'agence. Bonjour. J'ai une question à propos de tendance Open Bank. Est-ce que vous prévoyez l'ouverture des API pour les développeurs externes? Quelle est la stratégie en général de Orange Bank dans ce domaine? Ce que vous voulez dire, c'est la possibilité pour des développeurs externes de... Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Pour l'instant. Bonsoir. Alors moi, ma question, elle concerne les synergies entre Orange et Orange Bank. Alors, on sait que Coop Orange fait face à une concurrence très forte, notamment dans le secteur de télécom. Et je me posais la question de l'utilisation de l'épargne que vous pourriez faire des clients d'Orange Bank. Et j'aimerais savoir comment allez-vous utiliser cette épargne et si si vous n'avez pas utilisé l'épargne du client pour financer les investissements du groupe Orange dans la télécom, sachant qu'il y a des technologies qui avancent très vite. Et je pense notamment à la 5G. Et donc, Oui. Alors, attendez, ça c'est totalement interdit. Ça, je veux dire... Il y a une fintech qui a utilisé ça il n'y a pas très longtemps. C'est Morning, je crois. Ils se sont fait rattraper par la patrouille vite fait. Bon. Non, alors ça c'est totalement interdit. Vous savez, une banque, ça marche de la manière suivante. Une banque, on fait de l'acquisition de clientèle. Alors, les banques traditionnelles, elles le font un peu sur le crédit immobilier, mais elles le font aussi parce qu'il y a des kilomètres de vitrine et puis que vous poussez la porte et que voilà. Pour vous, à votre âge, c'est aussi la banque de vos parents, parfois. C'est plus facile. Bon. Une fois que vous avez ça, le client, il vous a coûté le coût d'acquisition, il a des moyens de paiement qui rapportent quasi rien à la banque, voire ça coûte. Et donc, le pire d'ailleurs, c'est le chèque. Le chèque, c'est le truc qui coûte le plus cher et qui est quand même une plaie pour une banque, je peux vous dire franchement. Mais, donc au début, vous coûtez. Puis au bout d'un moment, la banque va vous vendre des produits. Donc elle va vous vendre des produits à commission, comme on dit. Alors, les commissions, c'est en euros. Donc elle va vous vendre des assurances. Si elle vous vend une assurance auto, eh bien,
c'est une compagnie d'assurance qui vous assure, mais la banque récupère quelques euros au passage au fur et à mesure des années. Si on vous vend une assurance pour aller au ski, pour vous garantir en cas d'accident, en cas de je sais pas quoi, bon, bah là aussi la banque va gagner quelques euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commissions. C'est la même chose sur l'assurance vie, c'est la même chose sur les titres, si vous avez des titres, si vous investissez. Alors là, vous pouvez investir en actions Orange, en revanche. Ça, c'est possible. Bon, et donc là, la banque prend des commissions. Après, il y a ce qu'on appelle les marges d'intérêt. Les marges d'intérêt, c'est sur les crédits, la différence entre le taux que la banque prend au client et le taux dit de refinancement, c'est-à-dire le taux auquel la banque achète l'argent. Évidemment, si on vous fait un crédit à 2%, il vaut mieux que la banque achète l'argent à 1%, ça elle a 1% de marge. Et puis, sur l'épargne, c'est le contraire. C'est si vous prêtez à la banque à 1%, vous mettez ça sur un livret, la banque vous rémunère 1%, il faut que elle, la banque, cet argent, elle puisse le replacer ailleurs un peu plus cher, de manière à avoir une marge. Alors en pratique, les banquiers ils font souvent le raccourci, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, parce que tout ça est très encadré par la réglementation, notamment sur la liquidité, mais dans une certaine mesure, on peut utiliser de l'épargne pour prêter. Ça s'appelle la transformation, parce qu'en gros, on a souvent de l'épargne à plutôt court terme. Vous prenez un compte à vue, un compte courant, ben vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Bon. Et si on prête de l'argent à 25 ans sur un crédit immobilier, vous voyez bien qu'il y a un petit sujet, puisque si je reprête à 25 ans quelque chose qui m'a été prêté au jour le jour, j'ai à un moment ou à un autre un risque de liquidité. C'est un problème de gestion du bilan de la banque. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique maintenant, je ne pense pas que ce soit, mais ça, si certains d'entre vous font de la finance, vous devez avoir ça en tête. Il est hors de question de prendre l'argent de l'épargne des clients pour aller mettre dans une autre poche chez Orange, et même à l'intérieur de la banque, je vous dis, c'est extrêmement réglementé. Il y a des ratios dits de liquidité, il y a les réglementations baloises qui fait en sorte, qui est telle qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Non, ça, c'est honnêtement, alors vraiment, tout ça est extrêmement réglementé, compartimenté, vérifié, contrôlé, avec N niveau de contrôle. Enfin, ça, c'est... bon, voilà. Non, il n'y a aucune crainte là-dessus. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, si il était prévu des offres commerciales entre la banque et les services mobiles, par exemple, ou Internet, des sortes de mutualisation comme on a pu voir avec les abonnements Internet et les abonnements mobiles. Est-ce que, par exemple, si demain j'ouvre un compte à Orange Bank, est-ce que j'aurai, je sais pas, mon abonnement mobile gratuit ou... Bon, ça fait partie des trucs que j'ai pas le droit de dire. Bon. Mais bon, on y a pensé quand même. Hein. Enfin, j'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai dit qu'on y avait pensé. Alors moi j'ai une autre question. Vous avez été très honnête avec nous au début et c'est appréciable. Vous avez dit le but d'Orange Bank, c'est quand même de gagner de l'argent. Si vous voulez être novateur, si vous voulez être moins cher et proposer les mêmes services que les banques qui ont du mal à gagner de l'argent aujourd'hui, comment vous allez gagner de l'argent? Alors, comment on va gagner de l'argent? En étant, d'abord avec un niveau de qualité qui va bien, qui va faire qu'on va diminuer qu'on va augmenter la fidélité des clients, mais surtout, parce que justement, à partir du moment où vous avez une expérience utilisateur, vous avez du self-care qui est plus important que dans une banque traditionnelle, que vous avez des produits simples et donc des fonctionnements internes avec une organisation beaucoup plus simple, moins coûteuse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les coûts internes doivent être aussi plus bas que dans une banque traditionnelle. C'est pour ça que je dis qu'on s'occupe de la clientèle de particuliers, pas des entreprises, pas des machins, etc. Parce que ce qu'on veut, c'est faire très bien avec une organisation lean, avec une organisation complètement tournée sur un certain nombre de produits, et pas essayer de tout faire. On ne va pas essayer
Vous savez, il y a eu un débat, de temps en temps, on dit chez Orange, on a une grande clientèle de professionnels. Beaucoup de professionnels qui sont clients chez Orange, on a vraiment une très très forte pénétration. Et en plus, c'est plutôt un marché rentable pour les banques. Ok, c'est juste pas notre projet. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 5 ans, j'en sais rien, peut-être qu'un jour on fera. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est une banque avec des process simples, une offre simple, avec une expérience utilisateur la plus simple et la plus efficace possible, qui va permettre non seulement d'avoir des prix plutôt bas, mais en même temps d'avoir des coûts de fonctionnement en rapport avec cette tarification. Pardon. Je vous ai dit aussi que c'est sur la durée qu'on gagne de l'argent. Je ne peux pas vous dire au bout de combien de temps on gagne de l'argent dans les business plans, je n'ai pas le droit de vous dire, mais j'ai juste le droit de vous raconter ce qui se passe dans la banque à réseau. Si LCL, pour LCL, ouvre une agence à Lyon, ou un emplacement, ils ouvrent une agence. Combien de temps? Donc l'agence, c'est marginal, parce qu'on va juste avoir les locaux, ils vont mettre de l'informatique, des meubles, etc. Ils vont prendre des conseillers bancaires, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas redévelopper une informatique, il ne faut pas redévelopper des process, il ne faut pas redévelopper le reporting réglementaire, il ne faut pas refaire une direction financière, mettre en place une DRH, mettre un temps. C'est donc un coût marginal. Combien de temps faut-il pour rentabiliser une agence qui s'ouvre? À votre avis? 5 ans. Et ouais, ben c'est presque ça, ouais. Il faut entre 6 et 8 ans. Ouais. Et ça, c'est une agence marginale, hein, on est bien d'accord. Tout existe par ailleurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, il m'a semblé justement que les produits principaux que vous voulez proposer pour vous différencier de l'offre mobile existante étaient pour moi en tout cas un des rares qui nécessitait un contact physique, enfin en tout cas pour lesquels les clients affectionnaient un contact physique, qu'il s'agisse des crédits ou des produits d'épargne. Et donc justement c'est un contact physique que vous souhaitez par essence supprimer. Et comment vous comptez pallier cette absence de personnalisation pour justement tirer votre épingle du jeu et quand même proposer ces services? Non mais, enfin, je pense que là vraiment il y a un sujet si on a des clients qui, pour une raison ou pour une autre, sont tellement attachés au contact physique et qui sont réfractaires au smartphone, etc., ok, c'est pas dans notre cible. J'ai pas dit que je voulais avoir 50 millions de Français qui sont chez Orange Bank. Hein. Bon, donc voilà. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la manière dont on raisonne, nous, c'est pas de dire on va pallier à l'absence d'un réseau de conseillers bancaires. C'est pas ça. C'est on va offrir des produits et une expérience client d'un tel niveau que 2 millions de clients à terme vont préférer ou vont utiliser aussi, comme des fois il y a des gens qui ont plusieurs banques, notre offre. C'est tout ce qu'on dit. D'accord. En fait, le postulat que je prenais, c'était que vous disiez que le fait de proposer ces services, ça vous différenciait de l'offre mobile existante. Vous disiez justement, on est plus qu'une solution de paiement mobile, on propose des crédits, des produits d'épargne. Et justement, j'ai le sentiment que ce sont un des rares services, ça fait partie des rares services pour lesquels on fait encore ça aujourd'hui en agence. Je pense même aux jeunes, personnellement, demain, si je dois aller souscrire un crédit, je vais quand même me rendre en agence. Et donc justement, si demain ça s'arrête, mais qu'on est quand même votre cœur de cible, les digital natives et les gens qui sont friands de ces technologies-là, comment on peut quand même avoir un conseil un peu personnalisé sur un produit d'épargne, par exemple? Quelque chose qui soit aussi personnalisé qu'en agence, pardon. Et ben vous verrez que sur des produits simples, vous aurez, et là je peux pas raconter un certain nombre de choses, et que sur des produits un peu plus... Attendez, il y aura quand même du virement téléphone, hein, enfin, je suis pas en train de vous dire que on vire tout le monde, et que, non, il y a quand même en finale des contacts soit par chat, soit au téléphone. Hein, donc vous aurez des gens, hein, bon. Mais ce que je dis par là, c'est que vous verrez que sur un certain nombre de produits simples,
Mais pour moi, le crédit immobilier, vous verrez que dans une bonne partie des cas, c'est simple. Et que vous pouvez avoir un service à distance qui est de meilleure qualité que celui que vous avez en agence. Mais voilà, je sais que c'est un peu frustrant pour vous, que là-dessus je reste comment dire, discret. Mais bon, faut nous comprendre aussi. Voilà. Et vous verrez, on en reparle en septembre. Ça serait pas assez drôle de s'arrêter comme ça, mais ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que sur le digital, on va coupler cela aussi avec d'autres canaux d'échange et de communication qui peuvent être la téléphonie, la visio ou autre. L'idée, c'est d'avoir différents canaux d'entrée, effectivement, pour parler Orange Bank, lorsque vous parlez, par exemple, du crédit. Est-ce que c'est faire aussi, peut-être utiliser l'expérience des centres d'appel Orange ou autre Enfin, l'expérience dans ce centre d'appel Orange, oui et non, parce que c'est pas tellement le centre bancaire. Enfin, il faut être clair, là aussi. Il y a une séparation complète des métiers, notamment pour des raisons de confidentialité. La banque, c'est une banque. Elle est filiale à 65%, mais voilà. Qu'on utilise sur la partie informatique, par exemple, sur la partie user experience, le savoir-faire d'Orange, bien sûr, mais après, dans le run de la banque, tout ça est complètement séparé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous avez une offre de produits et de services qui est faite exprès, c'est que vous avez besoin beaucoup moins d'interaction avec quelqu'un. Voilà. Et ça ne veut pas dire que, effectivement, vous n'aurez pas d'interaction du tout. Il y a toujours des moments où on a besoin d'interaction, y compris des moments de stress, où on peut avoir un besoin d'interaction. Comment ça se fera? Comment ça va se dérouler? Ça, je comprends votre impatience, mais j'ai voilà, une règle absolue qui est que je peux pas le dire, et vous verrez comment ça se déroulera au lancement un peu plus tard, etc. Notre ambition, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui bouge. C'est vraiment une banque agile, au sens capable de réagir dans l'offre, etc. Voilà. Désolé. Plus de questions? D'autres questions? Est-ce qu'il reste une, deux dernières questions? Malgré l'intérêt, je pense qu'on a poussé Monsieur Matteux après 15 refus. C'est la dernière fois qu'on vous invite. Non, mais du coup, on va reprendre une date pour septembre, histoire qu'on puisse avoir les réponses aux questions. Non, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, est-ce qu'il reste une ou deux dernières questions? Sinon, j'aimerais, si, une dernière. Ça veut vous pousser encore un peu. Là, je me permets de parler au nom de Lyon, donc vous serez le bienvenu pour venir échanger effectivement avec nos étudiants et puis l'école. On vous accueillera avec grand plaisir à d'autres occasions et faire découvrir peut-être ce dont vous parliez, une offre agile et qui chatouille un petit peu quand même la banque. On sait, vous êtes un petit peu un troublion en ce moment avec la banque qui vous regarde de près, donc nous aussi, on vous attend avec impatience. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. À tous.